Bien, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et au cours de cet échange, nous allons parler évidemment des élections départementales, de la présentation de notre quatuor, et puis nous essaierons de répondre à toutes les questions que vous pourrez nous poser. Relisant il n'y a pas très longtemps les mémoires de Winston Churchill, j'ai retenu l'une de ses exclamations. Et il était féru dans ce genre d'exclamation, dans laquelle il disait notamment « J'ai commencé en politique par ambition et j'ai continué par colère ». J'ai continué par colère, disait ce grand homme. Et c'est dans cet état d'esprit que j'ai donc décidé de continuer le combat politique au service du pays de Lourdes et des Hautes-Pyrénées. Colère, en effet, contre la veulerie d'un pouvoir qui n'a pas le courage d'engager les réformes structurelles réclamées depuis des années par la Cour des comptes, alors que notre pays se trouve dans la situation financière que chacun connaît, 2000 milliards de dettes, 100% du PIB, et l'État qui continue à dépenser chaque année 25% de plus de dépenses qu'il n'a de recettes. Colère contre une réforme territoriale. Et vous savez que je n'ai pas raté une occasion de prise de parole pour dénoncer les conditions dans lesquelles cette réforme territoriale avait été engagée. Et je n'ai pas manqué de dénoncer les contradictions successives de François Hollande sur ce terrain de la réforme territoriale, puisque le Conseil général, dans un premier temps, devait être sanctuarisé, puis il devait être supprimé, et enfin, il a été rétabli momentanément. Vous vous souvenez également, sur le terrain des contradictions, que ces élections départementales devaient initialement avoir lieu en mars 2014, en même temps que les élections municipales, puis elles ont été découplées, et ensuite il a été annoncé que d'abord il n'y aurait plus d'élection cantonale, puisque les départements allaient disparaître, et puis ensuite, comme il était question de rétablir les départements, ces élections auraient dû avoir lieu en décembre 2015. Et puis non, tout à l'automne dernier, nous avons appris que ces élections auraient lieu finalement en mars 2015. Je suis un témoin et un acteur de la vie départementale depuis de nombreuses années, au niveau de cette collectivité territoriale, et je peux dire et affirmer que nous n'avons jamais été dans une confusion aussi grande que celle dans laquelle nous nous trouvons. Puisque nous sommes aujourd'hui à 2 mois du premier tour de l'élection départementale et que nous ne savons toujours pas, par exemple, c'est tout à fait énorme, et nous ne savons toujours pas quelles seront les compétences qui finalement seront dévolues à la collectivité départementale. Donc nous sommes censés nous engager dans une élection sans savoir sur quel terrain nous allons avancer, puisqu'on ne sait pas quelles seront les compétences. Autre point, qui n'est pas un point de détail, un point mineur. À l'instant où nous rencontrons et où nous évoquons ces élections, il faut savoir, par exemple, que l'on ne connaît toujours pas la population légale du canton de Lourdes et d'un certain nombre d'autres cantons, essentiellement urbains. Alors ce n'est pas un point de détail de connaître la population, parce qu'il faut savoir que le plafond de dépenses, puisque désormais tout le monde va être soumis à des comptes de campagne, c'était déjà le cas d'ailleurs dans notre secteur, mais ça va être pour tout le monde désormais, eh bien il faut savoir que les comptes de campagne sont en fonction de la population du canton en question, puisqu'on multiplie la population du canton donné par 0,60 €, etc. Et on en détermine ainsi le plafond de dépenses à ne pas dépasser. Et donc, alors qu'un décret du 1er janvier devait apporter à notre connaissance les populations légales de nos territoires, de nos cantons, eh bien on ne sait toujours pas. C'est tout à fait une situation extraordinaire. Et comment pourrais-je également ne pas citer le charcutage auquel nous avons été confrontés, notamment dans notre secteur, puisque après avoir exfiltré la commune d'Adé, qui était dans notre canton depuis la création du canton, eh bien, nous avons également subi des charcutages qui n'ont fait l'objet d'aucune communication, d'aucune information, au sein même, intramuros, au sein même de la ville de Lourdes.
puisque le feutre est passé quelque part pour modifier le partage entre lourde 2 et lourde 1. Et tout ceci s'est passé, comme tout le reste d'ailleurs, sans aucune communication, sans aucune information au niveau des élus. Colère également de votre serviteur contre la création ubuesque du binôme homme-femme, qui est réellement le fruit d'un délire conceptuel de quelques sénateurs socialistes, puisque tout est parti, cette proposition est partie du Sénat. Et le résultat de cette création du binôme, alors que l'on dénonce le nombre trop important d'élus dans notre pays, c'est qu'après avoir abrogé la loi de décembre 2010 qui crée le conseiller territorial, et qui avait le mérite justement de permettre une division par deux du nombre de conseillers généraux et régionaux, 2000 conseillers régionaux, 4000 conseillers généraux, ça faisait 6000, et il devait résulter de la création du conseiller territorial 3000 conseillers territoriaux. Eh bien, une fois que cette loi a été abrogée, qui était une bonne loi, une bonne disposition, on a assisté au fait que les cantons ont été divisés par deux, certes. Donc dans le département, au lieu de 34, il n'y a plus que 17 cantons. Mais l'anomalie au plan national, au plan hexagonal, c'est que tout ceci va produire un nombre d'élus supplémentaires. Un nombre d'élus supplémentaires. Alors j'ai noté le chiffre. Avant la réforme créant le binôme, il y avait 4035 conseillers généraux en France. Alors certes, on a divisé le nombre de cantons par deux, donc je le redis, mais comme on a créé le binôme, on a multiplié par deux le nombre d'élus. Ce qui fait qu'on est passé de 4035 conseillers généraux avant la réforme. Tu as demandé? Oui, on l'a signalé d'ailleurs tout à l'heure. On est passé de 4035 conseillers généraux avant réforme à 4108 conseillers généraux après. Alors où sont les économies s'agissant de la dépense publique qui ne cesse d'augmenter depuis que M. Hollande est président de la République. Alors, je ne peux pas abandonner le terrain des départementales sans dire également notre colère, ma colère sur la nouvelle carte des régions. La nouvelle carte des régions, ce qui nous a été présenté est tout à fait artificiel, ça ne repose sur aucun fondement historique. Et là aussi, sans d'autres développements, sachez que cette réforme régionale, qui ne fait que mettre des injonctions d'une région et d'une autre, va déboucher sur des augmentations de la dépense publique. Parce qu'on va mettre ensemble des collectivités territoriales qui n'ont pas nécessairement les mêmes niveaux de rémunération de leurs agents territoriaux, etc. Dans leur cabinet, on ne sait pas comment ça fonctionne d'un côté ou de l'autre. Et on est sûr, les premières projections qui ont été faites laissent apparaître que là aussi, sur le terrain de la réforme des régions, eh bien, tout ceci va se traduire par encore une nouvelle augmentation de la dépense publique. Voilà donc un certain nombre d'anomalies que j'ai déjà dénoncées depuis des mois et que nous allons continuer à dénoncer et à mettre en exergue en attendant de savoir quelles seront nos compétences dans le cadre de la campagne qui va bientôt s'engager. Mais surtout, chers amis, comment pourrais-je ne pas évoquer, à l'occasion de notre rencontre, la semaine sanglante que la France vient de vivre. Pendant 4 jours, les Français ont marché dans les rues. Nous avons marché. Tous mes amis de notre quatuor ont marché dans les rues. Parce que nous aussi, nous souhaitions dénoncer un certain nombre de choses, réaffirmer notre attachement à la liberté d'expression en général, à la liberté de la presse en particulier, à la liberté de la caricature, à la liberté de la critique, qu'elle soit religieuse, quelle que soit la religion, mais aussi, pour ceux qui nous concernaient, c'était peut-être pas le cas de tout le monde, mais c'était l'occasion de dire aussi que l'islamisme ne passerait pas dans notre pays, que la charia ne passerait pas dans notre pays. C'était aussi au cœur de notre protestation. Et il aura fallu 17 morts pour que la caste politico-médiatique parisienne ouvre les yeux après des années de déni et de complaisance avec l'islamisme. Ainsi, le jeudi 8, à Montrouge, 24 heures après l'assassinat de la policière, 24 heures après l'assassinat de Charlie Hebdo, eh bien, présent sur les lieux de la policière abattue, le pauvre ministre de l'Intérieur, Cazeneuve, continuait à se situer dans ce déni, puisqu'il déclarait, et j'ai repris la coupure, je regrette que
la journaliste ou le journaliste de la Dépêche ne soit pas là, j'ai pris sur la Nouvelle République ce que déclarait, moi je l'ai vu à la télévision d'ailleurs comme certains d'entre vous, il était sur les lieux donc, de l'exécution de la policière, et il disait qu'il n'y avait pas de lien, entre cette fusillade et l'attentat de Charlie Hebdo, dans lequel 12 personnes ont trouvé la mort. Le lendemain de Charlie Hebdo, on était encore au niveau des autorités gouvernementales dans une position de déni et de complaisance à l'égard de l'islamisme, alors que l'on sait aujourd'hui parfaitement qu'il s'agisse de Koulibaly ou des frères Kouachi, ils étaient tous membres d'un même commando islamiste. Alors les conséquences de ce drame qui s'est passé, qui a endeuillé notre pays, eh bien c'est que désormais la parole se libère. La parole s'est libérée et de plus en plus de journalistes et d'intellectuels, je pense à Dormeson, je pense à un certain nombre d'intellectuels, ont retrouvé une liberté d'expression dont ils ne bénéficient pas précédemment. Désormais, on appelle les choses par leur nom. Oui, nous sommes en guerre, c'est dans tous les titres encore ce matin, chaque revue de presse que nous faisons, eh bien, la parole s'est libérée dans notre pays pour dire les choses telles qu'elles sont. Nous sommes en guerre, et nous sommes en guerre contre qui? C'est pas contre un adversaire anonyme, nous sommes en guerre contre l'islamisme. Il faut que ces choses soient dites. Et il faut également, maintenant que la période de deuil est passée derrière nous, il faut également que des questions soient posées. Le gouvernement va bien devoir répondre à un certain nombre de questionnements et situer les responsabilités. Imaginez que Koulibaly, par exemple, Koulibaly avait été condamné en 2013 à 5 ans de prison. Et comment se fait-il que ce terroriste se soit retrouvé dans le commando qui a exécuté les 17 personnes dont on parle? S'il avait purgé sa peine, eh bien, on n'aurait pas eu de Koulibaly dans les rues de Paris. Et donc, toutes ces questions, maintenant, sont sur la table. Il va bien falloir que le gouvernement explique, puisqu'il a admis qu'il y avait eu des failles dans les dispositifs actuellement en œuvre, il va bien falloir que des décisions soient prises au niveau gouvernemental. Donc c'est avec beaucoup d'intérêt que nous allons suivre ce qui va se passer demain au Parlement et dans les jours qui viennent, pour savoir enfin quelles décisions doivent être prises contre ces terroristes islamistes. Voilà. Donc il n'était pas possible que nous fassions l'impasse totale sur ce qui s'est passé au plan national.